Le 2 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. La circulation a repris sur la nationale Koya-Kindia après les travaux d'urgence lancés par le ministère des Travaux publics. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route. Au sommaire encore, sécurité et santé dans les mines et carrières. Le débat s'ouvre demain à Conakry à la faveur d'un congrès africain qui va regrouper une quinzaine de pays. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Malik Sankoin, est l'invité de la rédaction. Après l'installation des démembrements de la CENI, l'heure est à la formation de plus de 5000 nouveaux commissaires. Ils apprennent les notions de base de l'organisation d'une élection crédible et apaisée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret D2019-250 PRJ SGG portant clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par décret D 2019-231 PRG SGG du 6 août 2019 sera clôturée le 4 septembre 2019. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 2 septembre 2019, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le président de la République a regagné Conakry au terme d'une série de visites de travail au Nigeria, en France et au Japon. Professeur Alpha Condé a vaillamment représenté notre pays et donné un nouveau souffle à la diplomatie guinéenne. Ce matin, au palais Sékou-Touré, il a reçu en audience l'envoyé spécial du président du Congo, Jean-Jacques Bouya, est venu informer le chef de l'État de la tenue au courant du mois de septembre à Brazzaville du forum Investir en Afrique. Le résumé de cette audience avec Sanassi Keïta. De votre Excellence. Le ministre en charge de l'aménagement du territoire et de la délégation générale aux grands travaux de la République démocratique du Congo au palais Sékou-Touré. Jean-Jacques Bouya est porteur de messages du président Denis Sassou Nguesso au professeur Alpha Condé. Je suis porteur des messages du président Denis Sassou Nguesso à son frère, le président Alpha Condé, pour partager avec lui, c'est-à-dire les informations nécessaires à la relative plutôt à la tenue à Brazzaville du 10 au 12 septembre du Forum Investir en Afrique. Forum Investir en Afrique, c'est une plateforme économique mise en place par la Banque mondiale, la République populaire de Chine, à travers le ministère chinois des Finances, la Banque de développement de Chine et les pays africains. Et donc le pays hôte, effectivement, donne toute l'information requise au continent pour que ce rendez-vous continental, ce rendez-vous économique, et le président a voulu effectivement envoyer ce message à son frère, le président Alpha Condé. Jean-Jacques Bouya quitte le palais Sékou-Touré, satisfait de ses échanges avec le président de la République, professeur Alpha Condé, concernant l'organisation ce mois de septembre à Brazzaville du forum Investir en Afrique. Et puis en plus bref, dans le cadre des réformes menées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, afin de faciliter et moderniser les échanges commerciaux tout en augmentant les recettes publiques, le guichet unique du commerce extérieur sera officiellement lancé demain mardi sous le patronage du président de la République, professeur Alpha Condé. L'autre temps fort de cette édition, fini le calvaire des usagers de la route Koya-Kindia. Le trafic a repris. Les travaux d'urgence lancés par le ministère des Travaux publics pour la circonstance sont terminés, mais des points critiques existent encore à quelques kilomètres de Pont-Kaka. Alpha Isiagaba signe le reportage. Nous sommes exactement à l'endroit où s'était produit l'éboulement qui avait créé d'énormes bouchons. C'est à quelques mètres du pont Kaka sur la nationale numéro 1 Koya-Kindia. La fluidité de cette circulation marque la fin d'un calvaire à Koya à quelques mètres du pont Kaka. Pendant plus de 10 jours, tous les records étaient battus sur ce axe.
Conducteurs et citoyens étaient bloqués jusqu'au centre urbain de Koya. Les jours de calvaire sont devenus mémorables. Je ne vais jamais oublier ça dans ma vie. J'avais rencontré assez d'embouteillages ici, terrible. D'aucuns même me disaient qu'ils ont fait une semaine, 3 jours, 4 jours. Vous voyez, moi j'avais fait 2 jours avant de passer ce jour. Donc c'était vraiment un calvaire énorme. On ne peut même pas parler du degré de calvaire. La route est libre maintenant pour aller à Conakry. On remercie vraiment d'une manière à une autre l'État. Les travaux d'urgence lancés par les pouvoirs publics n'ont duré que quelques jours. Le délai sur la reprise du trafic a été respecté. Les citoyens se réjouissent et saluent le professionnalisme des techniciens qui ont rétabli le trafic en 10 jours. Aujourd'hui, la circulation, ça continue. Il y a une petite différence entre aujourd'hui et les autres jours. Mais maintenant, là, ça commence à avancer grâce à l'aide du gouvernement. Aujourd'hui, je suis content. On est content, il n'y a pas d'embouteillage aujourd'hui. À une quinzaine de kilomètres du pont Kaka, une autre file d'embouteillage. Nous sommes entre Kouria et Bangouya. Ici, c'est l'immobilité des gros porteurs sur la route en pleine reconstruction qui serait la cause. En visite sur le terrain hier dimanche, le ministre Naïté dénonce l'incivisme et l'indiscipline des conducteurs. L'incivisme criade, parce que rien ne justifie un camion qui stationne au beau milieu de la route alors que peut tout simplement dégager, libérer la route pour que les véhicules puissent passer. Et quand vous avez l'emprise qui n'est pas assez grande, les véhicules qui prennent toute une voie, naturellement ça crée encore un autre bouchon, un autre lieu d'embouteillage. C'est ce qui s'est passé et je pense que tout le long de la route, c'est les 20 km de part et d'autre au-delà du pont Canal vers Kilia, c'est une dizaine de véhicules, une dizaine de camions que nous avons vu stationner. Donc nous avons donné des instructions fermes aux autorités de sécurité qui sont présentes ici pour leur dire tout camion qui sera stationné au-delà de 30 minutes, si ce n'est pas pour des raisons valables ou valides, de tout simplement voir avec l'entreprise CRBC qui est là, qui fait le travail afin de faire dégager le véhicule de l'emprise de la route pour permettre la libre circulation des véhicules. Cette route Koya-Kindia fut construite vers les années 50. Elle était faite pour la circulation seulement de 300 véhicules par jour. Aujourd'hui, plus de 1000 véhicules circulent ici par jour. La plupart d'eux sont les gros porteurs. Les travaux de sa reconstruction seront lancés dès après la pluie. Des efforts sont en train d'être faits pour l'achèvement d'autres travaux où il y a urgence. C'est le cas de la route Condé-Mbadou en région forestière et d'autres voiries urbaines comme ici au kilomètre 36. Le Congrès africain sur la sécurité et santé dans les mines et carrières s'ouvre demain mardi à Conakry. La rencontre mobilise les représentants d'une quinzaine de pays. Mais quels sont les résultats attendus dans les mines et carrières où les accidents sont fréquents et parfois mortels et les enjeux de cette rencontre? Suivez le commentaire de Mamadou Alpha Baldi. Dans les zones minières, la dimension santé et sécurité est un principe sacro-saint. Pourtant, les accidents de travail ne sont pas rares et les maladies, notamment celles transmissibles, affichent des taux supérieurs aux moyennes nationales. Les délégations de 15 pays africains rallient Conakry pour tenter de baliser un environnement sain et mieux sécurisé dans les mines du continent. L'heure est à l'installation des stands avant le lancement des travaux demain. Ils seront pilotés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Le principal sujet qui sera débattu sera l'identification des risques liés à l'exploitation minière et les mesures à prendre pour maîtriser ces risques-là. Quand nous savons que l'activité, disons les risques sont inhérents à l'activité humaine et dans le domaine précis des mines, nous enregistrons beaucoup d'accidents de travail, nous enregistrons beaucoup de maladies professionnelles et nous sommes parvenus à la conclusion que ces risques-là, ce ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être évités ou être maîtrisés dans l'intérêt non seulement des travailleurs, des sociétés qui les emploient, mais aussi et surtout dans l'intérêt de l'ensemble de la société. Le Congrès africain sur la sécurité et santé dans les mines et carrières entend obtenir des avancées concrètes à l'issue des 5 jours de débat dans la capitale guinéenne. La création d'organes de veille et de prévention sur divers risques est envisagée. Une des exigences fortes, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un observatoire des risques miniers.
l'Observatoire sous-régional des risques miniers au niveau donc de la Guinée permettra donc de mobiliser, de mutualiser toutes les informations venant de tous les pays membres afin de bâtir de meilleures stratégies d'approche pour aborder les questions liées aux risques dans le secteur minier. Aujourd'hui, le secteur extractif guinéen a pris une envergure mondiale. Pour poursuivre son essor, le pays compte participer activement au renforcement de la santé et sécurité de l'ensemble des acteurs évoluant sur le terrain. Voilà, justement, à propos, nous recevons en direct dans ce journal le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sankom, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Congrès africain sur la sécurité et santé sur votre domaine à Conakry. Pourquoi le choix de Conakry? Je pense que c'est une première. C'est le premier congrès, en effet, qui a lieu en Afrique, et portant sur la prévention, la santé, la sécurité et la santé dans les mines et carrières. Donc le choix de la Guinée n'est pas un choix anodin, car la Guinée est l'un des plus grands producteurs en matière de bauxite. Et il n'y a pas que la bauxite, il y a aussi les carrières dont on parle très peu et qui regorgent non seulement assez d'argent qui produisent. Or, nous, notre mission, c'est d'assurer la protection. Alors la Guinée, ça pouvait être la RCA, ça pouvait être le Niger, ça pouvait être le Congo, etc. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la Guinée attire de nombreux investisseurs aujourd'hui? Non seulement nous attirons beaucoup d'investisseurs, mais nous, notre mission, c'est de mettre en valeur les engagements du président de la République. Quand monsieur le président de la République dit la Guinée is back, c'est dire le retour de la Guinée sur la scène internationale. Et de par ce poste-là, nous devons aussi faire de notre mieux afin que la protection sociale soit une des priorités dans le programme du président de la République, lequel programme est mis en œuvre par le gouvernement. Et nous, direction, nous avons la mission réellement de les valoriser. À l'issue de ce forum, vous avez annoncé tout de suite, il y aura l'installation d'un observatoire. Qu'est-ce que cela va apporter à la Guinée? Déjà, l'avantage d'avoir un observatoire, c'est que chaque 3 ans, vous avez le congrès qui se tiendra à Conakry. Et à partir des pratiques que nous avons dans les différents États qui sont membres de l'interafricaine, la prévention des risques professionnels, qui organise justement ce présent forum. Et cette institution aujourd'hui est pratiquement en avance dans le domaine de la prévention par rapport aux autres institutions techniques, que ce soit l'OIT, l'OMS, l'ASS, etc. Donc dans le domaine de la santé et de la sécurité et santé, l'Afrique aujourd'hui est en avance. Donc abriter un tel observatoire, c'est faire de la Guinée le phare justement de la culture, de la prévention en matière de sécurité et santé dans les mines et les carrières. Il y a trop de décès dans les mines et carrières. Dans le monde, vous n'en avez pas moins de 2 millions de personnes, et rien qu'en Afrique, vous avez encore au moins plus de 300 000 personnes. C'est trop. Or, il faut cultiver aux gens. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter les grandes sociétés minières qui sont installées en Guinée et qui ont toutes aujourd'hui des comités sécurité santé au travail. Or, l'un des objectifs de l'AISS aussi, c'est de faire en sorte que le lieu de travail ne soit pas un lieu où on trouve la mort, où on est amputé, où on a un handicap permanent. Donc, nous nous associons à toutes ces grandes compagnies et nous les félicitons parce que par leur culture, aujourd'hui, les familles aussi, forcément, doivent les singer pour faire autant. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les sociétés minières. Il y a aussi les carrières.
Nous savons aujourd'hui les orpailleurs, par exemple, qui sont assez nombreux, voilà, et nous avons assez d'accidents. Oui. Alors il faut apprendre aux gens comment assurer une exploitation dans des conditions idoines. Oui. Et les exigences de sécurité doivent être réellement de rigueur dans tous les États. Et avec l'Observatoire, nous ferons des échanges de bonnes pratiques. Nous pourrons aussi, au niveau de chaque État, nous pouvons voir ce qui marche ici et là. Nous pouvons aussi mutualiser. C'est vraiment intéressant. Oui, nous pouvons mutualiser aussi au niveau de tous les domaines. Donc, il faut aussi que l'information, et là c'est une occasion ça nous concerne directement. Oui, vous êtes le vecteur incontournable. La presse est incontournable pour toute gestion d'une politique dans un pays. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Le congrès de Conakry va regrouper 15 pays. Oui. Est-ce que les représentants sont déjà arrivés? Tout le monde est en place. Le dernier délégué est arrivé aujourd'hui de la Centrafrique. Oui. Monsieur Malik Sankan, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Donc rendez-vous demain. Merci monsieur le directeur. Ouais. Dans l'actualité encore, la Guinée et la Sierra Leone décident de mutualiser leurs efforts dans le cadre de la promotion et de l'autonomisation des personnes handicapées. Une initiative du PNUD pour mettre en pratique cet accord. Les cadres des deux pays et représentants d'ONG et institutions internationales viennent de se retrouver à Conakry pour définir un plan d'action commun. Ça, à Maratono, reportage. Pour mieux protéger les couches vulnérables, notamment les personnes handicapées, la Guinée et la Sierra Leone ont décidé il y a quelques mois de mutualiser leurs efforts. Dans leur protocole d'accord, les chefs des départements des affaires sociales des deux pays s'engagent à promouvoir l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées. Pour mettre en œuvre cet accord, les techniciens des deux pays définissent un plan d'action. Pour des raisons diverses, la Sierra Leone et la Guinée ont des personnes handicapées et ce n'est pas une part négligeable au sein de la population. Malheureusement, les ressources qui sont mises à leur disposition sont en deçà de leurs espoirs. Notre combat, c'est de corriger cette forme d'injustice naturelle et les deux pays unissent leurs efforts pour disposer d'un programme qui soit commun, un programme qui les rassemble, mais un programme qui va bénéficier de l'assentiment et de l'accompagnement des partenaires que nous allons identifier ensemble, à commencer par les agences du système des Nations Unies. Aux côtés de ces cadres, les représentants des organisations non gouvernementales nationales et internationales. Pour eux, le programme conjoint établi pendant ces travaux permettra une meilleure mobilisation des ressources en vue de protéger les couches vulnérables. Nous attendons beaucoup de cette coopération. Comme vous le savez, aucune politique, aucun programme, aucune stratégie n'est vraiment parfaite. Voilà. C'est la collaboration. Quand on conjugue harmonieusement ensemble les efforts qui permettent d'avoir la complémentarité et des résultats plus tangibles en faveur des personnes handicapées. Si on veut inclure les personnes handicapées, il faut promouvoir l'accès à l'éducation. S'ils ont l'éducation, ils peuvent avoir l'emploi, les fonctions publiques, qu'ils puissent inclure les personnes, qui leur donnent de l'emploi et aussi qu'on leur donne des formations techniques et tout ça. C'est quand on leur donne toutes ces opportunités, notre pays va se développer. Ces travaux de validation du plan d'action commun des deux pays ont duré 2 jours. Ils ont permis d'identifier les projets prioritaires. Dans l'actualité encore, les responsables des services de l'élevage étaient en conclave à la baie, en toile de fond, s'imprégner de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies animales. Les éleveurs et chasseurs seront impliqués dans le cadre de la surveillance. C'est un programme de la FAO appuyé par l'USAID. Le point avec Falilou Diallo. En Guinée, vu le type d'élevage extensif pratiqué, la surveillance des maladies par les services vétérinaires est parfois complexe.
Les animaux étant en perpétuelle divagation à la recherche d'eau et de nourriture. Il est donc nécessaire d'impliquer les communautés, notamment les éleveurs et chasseurs, dans la reconnaissance et le rapportage de certaines maladies zoonotiques et animales à incidence médicale et économique. Il faut que le directeur des services vétérinaires ait à temps les informations sanitaires pour pouvoir prendre les mesures. Le pays étant quand même ce qu'il est, il est large, le maillage devant être complété. Alors, nous avons voulu quand même utiliser les agents communautaires pour pouvoir prendre les informations sanitaires parce qu'ils sont plus proches des éleveurs, ils sont plus proches des élevages. Et il y a des agents communautaires de type ceux qui sont de l'élevage, il y a des agents communautaires qui proviennent de la communauté des chasseurs. Tout ceci étant très proche, ils peuvent collecter très rapidement les informations. Dans le cadre du soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale et la lutte contre les zoonoses, l'USAID à travers la FAO appuie le gouvernement guinéen dans cette surveillance. D'où cette rencontre de l'ABI pour renforcer les capacités des formateurs des agents communautaires de tout le pays. Il est bien normal que les cadres de l'élevage soient outillés afin de transmettre ces outils encore à ces agents communautaires pour qu'ils soient plus efficaces afin de remonter tout événement sanitaire qui surviendrait au niveau de leur localité et permettre aux services de l'élevage, de la base jusqu'au niveau département, c'est-à-dire jusqu'au sommet, de prendre des dispositions pour réagir efficacement, pour limiter ou arrayer ces événements sanitaires. J'ai la ferme conviction que la formation de ces formateurs, ce qu'ils vont recevoir comme savoir dans cette formation, sera démultiplié à l'endroit de ceux qui sont restés au niveau de nos populations rurales, parce que le tout converge à améliorer les conditions de vie de nos populations rurales. Depuis le début de cette opération en 2018, 8000 agents communautaires ont été déjà formés. Pour cette phase, 10 000 fiches décrivant les signes cliniques des maladies seront mises à la disposition des agents communautaires, mais également une flotte gratuite de télécommunications en faveur de 400 agents vétérinaires et 3 000 agents communautaires. La technique de planification du développement agricole était en débat ici à Conakry. Cette rencontre accompagne l'initiative présidentielle de la politique nationale de développement rural. Pendant 18 jours, une cinquantaine de cadres du ministère de l'Agriculture ont été formés par des experts chinois. Fatimatou Diallo a suivi la rencontre. Un coup d'essai qui concentre toute l'attention des acteurs du ministère de l'Agriculture. Pour la première fois, des cadres du ministère de l'Agriculture sont formés par des experts chinois en Guinée. Une formation axée sur la technique de planification du développement agricole dans notre pays. Effectivement, le résultat, c'est très bon. Selon les participants, selon les stagiaires. Donc, j'espère continuer cette coopération entre la Chine et la Guinée. On va satisfaire autant que possible les besoins de la Guinée. Par exemple, on peut organiser les séminaires sur la pêche, sur l'agriculture, sur d'autres domaines exercés par la Guinée. Ce partage de connaissances a permis d'acquérir de nouvelles techniques pour la modernisation de l'agriculture. Cette activité est une partie essentielle de la promotion des activités agricoles. Une dynamique qui cadre avec la vision du chef de l'État pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Nous espérons que les séminaristes qui sont venus vont essayer de vulgariser ça afin de pouvoir accroître dans les mois et années à venir les rendements de nos cultures, mieux organiser les activités dans les exploitations agricoles, faire en sorte qu'on optimise un peu plus les ressources et que nous ayons beaucoup plus de productivité. Dans les prochains mois, d'autres cadres des ministères de l'Agriculture et de la Pêche vont bénéficier de formations, des formations qui seront financées et exécutées par les Chinois.
Et puis c'est parti pour la formation des formateurs de l'Agence du service civique et d'action pour le développement ASCAD. Il s'agit de promouvoir un enseignement de qualité en faveur des volontaires stagiaires. Alga Simba, reportage. À l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel de Matoto, les formateurs de l'ASCAD se familiarisent avec une nouvelle pédagogie. Cette formation intervient après la révision des programmes d'enseignement technique et professionnel. Une nouvelle approche appelée APC, approche par compétence, est instaurée. Elle consiste essentiellement à accompagner, à mettre le stagiaire même au centre de la formation. Le stagiaire, c'est lui qui construit son propre savoir-faire et savoir-être. Donc avec l'accompagnement, ici le maître n'est plus un enseignant, mais un accompagnateur, un guide. Donc dans l'approche par compétence, il est important de réussir toutes les compétences. Pendant 15 jours, des modules décrits dans les nouveaux guides seront développés au profit de ces formateurs. Ce lancement va permettre dans 15 jours que ces formateurs qui seront sortis de cet atelier soient mieux outillés pour venir donner vraiment ce qu'il faut à ces 1000 jeunes qui seront en formation bientôt à l'ASCAD. Pour l'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés et diplômés sans emploi, l'ASCAD a bénéficié d'un montant de 400 000 $ financé par la Banque mondiale à travers le BOCEJ. Le cœur du système, c'est la transformation des curricula. Et là, on est à la formation des formateurs au sein de ce curricula. Donc vous comprenez bien l'importance en fait que cela a pour en fait améliorer le système de formation au niveau de l'ASCAD, pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences qui sont en relation avec les besoins du secteur privé. Et c'est dans ce cadre que l'AMPET renforce les capacités des formateurs de l'ASCAD en utilisant la méthode APC. Et l'attente du projet, c'est non pas simplement la formation de ces formateurs, mais c'est surtout la mise en œuvre effective de cette approche au niveau de l'ASCAD. Ce sous-projet du BOCEJ vise à former 1000 jeunes et à les accompagner pour leur insertion socio-professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et puis un communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avant de poursuivre cette édition d'information. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a l'honneur d'informer les étrangers résidant en République de Guinée que le lancement des opérations d'enrôlement et de délivrance des visas et cartes de séjour biométriques débutera le lundi 10 septembre 2019 à la direction centrale de la police aux frontières assises à Koléa. En ce qui concerne les visas d'entrée sur le territoire national, les demandes peuvent être formulées en ligne sur le site www.paf.gov.gn. Je reprends, www.paf.gov.gn. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension de tous les étrangers. Conakry, le 2 septembre 2019, a signé Alpha Ibrahim Akera, commandeur de l'Ordre national du mérite. Et une journée historique pour le village de Doukourela, situé à 7 km de la ville de Beila. Ce district vient de bénéficier d'une école franco-arabe moderne. Elle a été réalisée par un des fils du terroir pour un coût estimé à 5 milliards de francs guinéens. L'inauguration de cette infrastructure a mobilisé plusieurs membres du gouvernement. Reportage Sekou Sisseko, Abdelaziz Baldi. À 7 km de Beila, le district de Doukourela. Pour la première fois, cette localité bénéficie d'une école moderne. Une école franco-arabe composée de 7 salles de classe et 2 centres de mémorisation du Saint-Coran. Cet édifice flambant neuf a également en son sein un terrain de football avec gazon synthétique. À l'occasion de la coupure du cordon inaugural, la population s'est fortement mobilisée pour immortaliser ce moment historique. C'est dans le cadre de l'accompagnement de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, dans sa politique de développement à la base, que nous, les fils et fils de Doukourela, avons jugé utile et opportun
d'y apporter notre modeste contribution. C'est le lieu de rappeler que le village de Doukourela est parmi les villages du monde entier qui ont été fondés pour servir de foyer de propagation de l'islam. Ainsi, la première case bâtie dans ce village-là servant de mosquée date d'environ 420 ans. Et depuis, Doukourela a été et continue à être une école coranique de référence dans Konya. J'avoue que nous sommes très heureux de recevoir nos invités pour leur montrer de telles œuvres qui vont servir à former la génération future en franco-arabe, mais aussi en mémorisation du Coran et de la règle islamique. L'œuvre est réalisée par El Hadj Mamadi Doukouré, fils du terroir, pour un coût estimé à plus de 5 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, cet opérateur économique concrétise un de ses rêves, celui de la promotion de l'éducation à la base et le rayonnement de l'islam dans cette contrée. C'est mon père qui a commencé ici. Donc c'est ça, à cause de ça, je vais faire ce que mon frère a fait, ou bien je peux dépasser pour que la bénédiction là soit arrivée à mon père. C'est à cause de ça que je fais. Je veux que les enfants viennent étudier ici, c'est à cause de ça que j'ai investi. Ce n'est pas la beauté de l'école, ce n'est pas ça que moi je regarde. Je veux que les enfants viennent étudier bien. C'est à cause de ça. Mon impression vraiment c'est une impression de satisfaction, de joie en voyant ce bijou qui sort de terre ici à Doukourela. Et pour faire quoi? Pour donner le savoir aux jeunes qui sont l'avenir de demain. Donc je ne peux que me réjouir et remercier tous ceux qui se sont impliqués pour que ce bâtiment-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Voilà une école franco-arabe moderne pour Doukourela, c'est un exemple à suivre. Les démembrements de la CENI sont en train d'être installés sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Conakry, dans les communes de Matam et Matoto, l'heure est à la formation des nouveaux commissaires. La formation porte sur le rôle et fonction d'une commission électorale communale indépendante, ceci dans l'organisation d'une élection crédible et apaisée. Makemedoyo. La formation des commissaires est la dernière étape de cette opération d'installation des démembrements de la CENI. Dans les 5 communes de Conakry, les commissions électorales communales indépendantes de Matoto et de Matam sont à l'école déjà. Les membres apprennent l'éthique et la déontologie pour la bonne gestion d'une élection crédible. Sortir de cette formation, c'est des super spécialistes qui vont sortir, qui seront capables d'organiser des élections sur l'ensemble du territoire guinéen. Cependant, ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte que les élections qu'ils seront appelés à organiser soient des élections qui soient des élections propres, des élections qui ne sont pas du tout entachées d'une quelconque suspicion. Pour qu'une élection soit qualifiée de bon, il faudrait assurer 3 critères fondamentaux qui sont la transparence, qui sont l'inclusion, qui sont la neutralité. Si ça c'est assuré, je suis convaincu qu'il n'y aura personne qui mettrait en doute les résultats qui sortiraient des élections organisées en tout cas par les membres du démembrement. Après 2 jours de formation, ces bénéficiaires seront aptes à conduire des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Nous allons expliquer à nos membres et démembrements, après qu'ils aient fini de prêter serment, on va leur expliquer c'est quoi un OGE, on va donner les définitions, les types, les fonctions d'un organe de gestion des élections. Après, mon collègue reviendra pour leur expliquer quel est leur rôle et responsabilité dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions en tant que membres des démembrements de la CECI. Ils ne doivent pas rendre compte à leur structure d'origine, tous venant de la mouvance, de l'opposition, de l'administration et de la société civile. Dès lors où ils ont prêté serment, ils sont totalement et entièrement indépendants de leur structure de désignation. Pour les élections présidentielles et législatives, ils ne sont pas habilités à gérer les contentieux. Mais tout de même s'il y a un contentieux, ils doivent remonter ça au niveau de la CENI centrale et c'est à elle de voir à qui de droit poser ce contentieux. Mais en ce qui concerne les élections locales, c'est-à-dire élections communales et communautaires, ils sont habilités à gérer ces contentieux au niveau du tribunal de première instance de leur localité.
La révision du fichier électoral sera la première grande épreuve que doivent faire face ces nouveaux commissaires au sein des différentes commissions électorales communales, préfectorales et sous-préfectorales indépendantes. La Corporation nationale des corps du métier dit oui à la nouvelle constitution. Elle a fait une déclaration solennelle dans ce sens. Voici à présent des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images avec Younousa Tawel Kamara. Après un long silence sur le débat d'une nouvelle constitution en Guinée, la Corporation nationale des corps des métiers s'est fait entendre et soutient le projet. Cette corporation, qui évolue dans le secteur informel, s'est dit engagée et allée sur le terrain pour convaincre les citoyens indécis. Le peuple de Guinée, désormais, veut la refondation de sa loi fondamentale communément appelée la Constitution du 7 mai 2010. Soyez rassurés, militants et militantes, les corporations nationales, toujours fidèles à leur engagement pour participer activement à la sensibilisation et mobilisation pour une adhésion totale à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est une rencontre de concertation qui regroupe les acteurs politiques du parti RPG Arc-en-Ciel venus de différentes sections et sous-sections de la préfecture de Boké. Il s'agit pour ces responsables du parti de passer en revue le bilan de leurs activités, mais également remobiliser les militants pour mieux préparer les futures échéances électorales qui pointent à l'horizon. Au cours de cette rencontre de concertation, plusieurs autres thèmes ont été débattus, notamment le principe d'une nouvelle constitution en Guinée. Quand on ne comprend pas, venez à l'école, venez à rencontrer ceux qui comprennent, ceux qui, n'est-ce pas, ont beaucoup d'informations. Et je pense que le siège est fait pour ça. Il y a des éléments ici que j'ai entendus aujourd'hui, j'étais très émerveillé. Si déjà il y a des gens qui comprennent mieux le but fondé de la nouvelle constitution, il y a lieu vraiment qu'on les écoute. Qu'on les écoute. Et ceux qui prennent des informations, qui véhiculent ces informations à la base. Quand on restitue, on informe mieux. Mais quand on restitue, c'est un danger. Ils sont venus de médias publics et privés, de l'association des journalistes scientifiques, de l'URTELGI, mais également des départements de la sécurité et de la défense nationale. Ils renforcent leurs compétences sur la communication des risques en situation d'urgence. C'est une initiative du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire en collaboration avec OIM. Pendant ces 3 jours, on m'a enseigné que lorsqu'il y a une situation de crise, il faut surtout communiquer très tôt d'abord, mais communiquer également correctement et dire ce qu'on connaît. Ne pas mentir à la population parce que c'est très grave. Il faut surtout également être ouvert à la communauté, surtout les gens de la communauté qui ne sont pas du tout lettrés, parce que je crois que c'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Ce communiqué avant de refermer cette édition, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a l'honneur d'informer les étrangers résidant en République de Guinée que le lancement des opérations d'enrôlement et de délivrance des visas et cartes de séjour biométriques débutera le lundi 10 septembre 2019 à la direction centrale de la police aux frontières 6 à Koléa. En ce qui concerne les visas d'entrée sur le territoire national, les demandes peuvent être formulées en ligne sur le site www.paf.gov.gn. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est compté sur la bonne compréhension de tous les étrangers qu'on a créé le 2 septembre 2019, signé Alpha Ibrahim Akera, commandeur de l'Ordre national du mérite. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.